Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Panorama Info qui va couvrir un peu l'actualité cette fois-ci, car le pape François a atterri mardi 3 septembre à Jakarta, en Indonésie, pour la première étape d'une longue tournée en Asie-Pacifique. Ce périple de 12 jours et 32 000 km est le 45e voyage pontifical. Il l'amènera dans 4 pays différents. L'Indonésie d'abord, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et enfin Singapour. C'est le plus long et le plus lointain voyage pontifical depuis l'élection du pape François en 2013. L'Indonésie est le pays à la plus forte population musulmane au monde, 242 millions, soit 87% de la population totale. Mais on y dénombre aussi 8 millions de catholiques, moins de 3% de la population, mais bon, 8 millions sur 242 millions, ça fait quand même du monde. Et je pense que cette communauté est heureuse de la visite du pape. Une visite qui s'articulera surtout autour du dialogue islamo-chrétien, avec une rencontre interreligieuse prévue pour jeudi, en présence des représentants des 6 confessions officielles du pays, islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme. Cette rencontre se déroulera dans la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est, nommée Istiklal, voisine de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Les autorités ont d'ailleurs fait construire en 2020 un tunnel de l'amitié pour relier les 2 édifices, symbole de fraternité religieuse. L'Indonésie est un pays de la démesure, avec ses 18 000 îles, dont 922 habitées, s'étendant sur 5 000 km d'ouest en est, sur 2 000 km du nord au sud et sur 3 fuseaux horaires. Il s'agit du plus vaste archipel au monde. C'est le 4e pays du monde par sa population qui s'élèverait à plus de 270 millions d'habitants, composé de plus de 1300 groupes ethniques et parlant plus de 700 langues. Ce pays et ses îles constituent une sorte de trait d'union insulaire entre l'Asie du Sud-Est et l'Austronésie. Bien qu'insulaire, l'Indonésie a tout de même de longues frontières terrestres, d'abord avec la Malaisie, dans l'île de Bornéo, la 3e plus grande île au monde par sa superficie, 743 330 km². 73% de cette île fait partie de l'Indonésie, tandis que 26% au nord constituent les États de Sabah et de Sarawak, qui font partie de la Malaisie. 0,8% de la superficie de Bornéo forme le richissime sultanat de Brunei, qui a donné son nom à l'ensemble de l'île Bornéo. Ce nom est en effet issu par des formations de Brunei, qui était autrefois un important empire maritime. La frontière terrestre qui sépare l'Indonésie de la Malaisie, sur cette île de Bornéo, est longue de 2019 km. C'est dans l'île de Bornéo que l'Indonésie a décidé d'établir sa nouvelle capitale, baptisée Nusantara, sur la côte orientale de Bornéo. Ce changement de capitale, effectif depuis le 17 août dernier, est dû au développement urbain très rapide de Jakarta, qui est devenu un problème majeur au cours des années 2010. Cette métropole, située sur l'île de Java, compte plus de 10 millions d'habitants à l'intérieur de ses limites administratives, mais l'aire urbaine, appelée Jabodetabek, dépasse les 30 millions d'habitants. La métropole javanaise est ainsi engorgée et très polluée. Mais surtout, la demande en eau crée un prélèvement massif des nappes phréatiques, l'imperméabilisation du sol empêche l'infiltration et le poids des gratte-ciel accroît les charges pesant sur le sol de Jakarta.
Du fait de ces paramètres, la ville s'enfonce d'environ 25 cm par an et une part notable de l'espace urbain est désormais située sous le niveau de la mer. Les travaux de la nouvelle capitale, retardés par la pandémie du Covid-19, ont finalement débuté en 2022. Le nouveau palais présidentiel a été inauguré le 17 août dernier, jour anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie. Mais le reste de la future cité n'est encore qu'un immense chantier. Le développement de cette nouvelle capitale doit se poursuivre jusqu'en 2045. L'Indonésie a des frontières terrestres avec deux autres pays, à son extrémité orientale avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec laquelle elle se partage l'immense île de Nouvelle-Guinée, la deuxième plus grande île du monde après le Groenland. Depuis 1963, sa moitié occidentale, autrefois colonie néerlandaise, est illégalement, j'insiste sur le mot illégalement, occupée par l'Indonésie. J'ai déjà évoqué sur ces ondes le délicat problème de la présence indonésienne en Nouvelle-Guinée, la colonisation de peuplements qu'elle y mène, la déforestation et l'exploitation minière et par voie de conséquence, le triste sort des Papous qui en sont la population autochtone. Je n'y reviendrai donc pas aujourd'hui, même s'il s'agit là d'un problème qui me tient particulièrement à cœur. La frontière terrestre qui coupe la Nouvelle-Guinée en deux moitiés est longue de 820 km. Enfin, l'Indonésie compte une troisième frontière terrestre, longue de 228 km, celle-là. Elle se trouve dans l'île de Timor, dont la moitié occidentale fait partie de l'Indonésie. La partie est de cette île constitue une nation indépendante, la République démocratique du Timor oriental, que le pape François visitera du 9 au 11 septembre, devenant ainsi le premier souverain pontife à visiter ce petit pays lusophone. Pour l'émission de ce jour, j'ai décidé de m'étendre un peu sur le Timor oriental, un pays encore assez peu connu en Occident. La République démocratique du Timor oriental est un pays incongru, et ce, à plusieurs titres. D'abord, soulignons qu'il s'agit d'un pays lusophone, ce qui est unique en Asie si l'on exclut le territoire de Macao, qui n'est pas un pays indépendant. Macao fut un comptoir portugais pendant plus de 4 siècles, et ce territoire de 33 km² est situé sur la côte sud de la Chine. Le 20 décembre de 1999, le Portugal a cédé ce territoire à la Chine populaire, qui en a fait une région administrative spéciale, comme elle l'avait fait pour l'ancienne colonie britannique de Hong Kong, voisine de Macao, 2 ans plus tôt. Si les langues officielles de ce territoire essentiellement urbain de près de 700 000 habitants sont le portugais et le chinois, le portugais n'est plus parlé que par 2,4% seulement de la population. Goa, sur la côte occidentale de l'Inde, fut aussi un comptoir portugais jusqu'à son annexion par l'Inde en 1961. Entre 15 et 20 000 habitants de cet État indien parlent encore le portugais sur une population totale d'1,5 million. Macao, Goa et Timor sont donc les derniers vestiges asiatiques du puissant empire portugais qui, après Vasco de Gama et Magellan, s'installa durablement dans cette partie du monde avant d'en être progressivement chassé par les Hollandais. Timor-Leste, comme on l'appelle en portugais, est donc le seul pays indépendant d'Asie à avoir le portugais comme langue officielle, même si le Tetum, une langue de la branche malayo-polynésienne des langues austronésiennes, est la langue parlée par la majorité de la population. D'autres langues autochtones y sont également parlées. L'autre incongruité de ce pays indépendant est qu'il n'occupe qu'une partie de l'île de Timor, comme dans cette région, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cet État qui ne contrôle que la moitié orientale de l'île de Nouvelle-Guinée, ou en Europe, comme la République d'Éire, qui est établie sur la plus grande partie de l'île d'Irlande. La superficie totale de l'île de Timor, qui est l'une des petites îles de la Sonde, est de 30 077 km², soit 3,5 fois la taille de la Corse.
Sa population totale est de près de 2,5 millions d'habitants. La partie occidentale de l'île fait partie de la province indonésienne des petites îles de la Sonde orientale. La République démocratique du Timor oriental, quant à elle, contrôle la partie est de l'île, plus une petite exclave de 815 km² nommée Oekuse-Ambeno, située sur la côte nord-ouest de Timor, entourée par le territoire indonésien. Cette exclave constitue donc la troisième incongruité de ce pays, dont les frontières sont héritées des colonialismes portugais et néerlandais. Les frontières actuelles résultent du traité de Lisbonne de 1859, signé par les Pays-Bas et le Portugal. La superficie totale du Timor oriental est de 15 410 km², soit un tout petit peu plus de la moitié de la superficie de l'île. Sa population est d'environ 1 400 000 habitants. Le Timor oriental est devenu une possession portugaise en 1586. Peu peuplée, cette partie de l'île a alors été gérée par l'armée portugaise et par l'Église catholique, jusqu'à ce qu'un gouverneur soit nommé par le Portugal en 1702. Le Timor oriental connut ensuite différents rattachements administratifs, toujours sous la gouvernance portugaise, notamment Goa et Macao au XIXe siècle. Enfin, elle devient, aux yeux du Portugal, une province à part entière en 1896, une province d'outre-mer en 1951, puis une région d'outre-mer en 1972. Le Portugal est la dernière puissance européenne à s'être accrochée à son empire colonial, qu'il a tout fait pour conserver, au prix de longues guerres coloniales dans ses territoires africains de Guinée-Bissau, d'Angola et du Mozambique. C'est la révolution des œillets de 1974 qui permit un changement radical dans cette politique rétrograde. Le 17 juillet 1975, le Portugal procéda au début de la décolonisation du Timor oriental en le dotant d'un statut différent. Le Portugal s'est alors engagé, au nom de sa constitution et en respect avec le droit international, à garantir l'indépendance du Timor oriental à partir de 1976. À l'époque, deux partis politiques timorais, le Fretilin et l'UDT, combattaient alors l'occupation portugaise sans s'accorder sur la manière avec laquelle sortir de la colonisation. Le Fretilin, qui est le sigle qui signifie Front révolutionnaire du Timor-Est indépendant, aspirait à ce que le Timor oriental devienne un État indépendant, capable de s'émanciper de lui-même. Pour l'UDT, Union démocratique du Timor oriental, le pays devait se séparer du Portugal afin de rejoindre l'Indonésie. Le 28 novembre 1975, le Fretilin proclama unilatéralement la République démocratique du Timor oriental, tandis que l'UDT, soutenu par l'Indonésie et par les États-Unis, proclamait l'intégration à l'Indonésie le 30 novembre suivant. Quelques jours plus tard, en décembre, l'Indonésie envahit militairement et annexa la nouvelle République démocratique du Timor oriental, justifiant cette action comme étant la mise en place d'un processus de décolonisation dont le Portugal s'était montré incapable. Le Timor oriental allait devenir, dès l'année suivante, la 27e province indonésienne. Pour sa part, le Portugal dénonça l'intervention militaire de l'Indonésie et rompit ses relations diplomatiques avec ce pays. Ce mois de décembre 1975 marqua le début de la longue tragédie timoraise. L'occupation du Timor oriental devant durer 27 longues années. Le Fretilin s'engagea dans la résistance armée à l'occupant. Cette occupation indonésienne fut si brutale que même l'UDT, pourtant favorable à l'intégration à l'Indonésie, finit par rejoindre le Fretilin dans la résistance. Dans les années 1980, des manifestations populaires sont devenues de plus en plus fréquentes. La répression indonésienne
fut particulièrement féroce. Une date reste dans toutes les mémoires, celle du 12 novembre 1991, lorsque l'armée indonésienne massacra des manifestants timorais au cimetière de Santa Cruz, dans la ville de Dili, la capitale administrative du Timor oriental. L'occupant indonésien arrêtait, condamnait, créait des camps de déportation dans d'autres îles et souvent torturait et exécutait. Cette politique de terreur délibérée avait pour objectif de provoquer l'exode des populations vers le Timor occidental, qui lui faisait partie de l'Indonésie. Selon des estimations concordantes, il y a eu entre 200 000 et 300 000 morts ou disparus timorais du fait de la répression indonésienne des années 1980, soit entre un quart et un tiers de la population totale de l'époque. Un tel déclin démographique ne peut qu'être comparé à celui vécu par la population cambodgienne sous la folie meurtrière de Pol Pot, presque à la même époque. Cependant, si nos grands médias avaient beaucoup évoqué la tragédie du Cambodge, et si l'opinion publique occidentale en avait été émue à l'époque, celle du Timor oriental était pratiquement passée inaperçue. La raison pour une telle indignation sélective était simple. Nous étions alors en pleine guerre froide. Le régime de Pol Pot était marxiste, pro-chinois et anti-impérialiste, tandis que l'Indonésie était une dictature anticommuniste, pro-US, dirigée par le général Suharto, et le Fretilin, quant à lui, était d'obédience marxiste. Jakarta, aux yeux de l'Occident, était donc dans le bon camp, tandis que la résistance timoraise était suspecte d'allégeance idéologique à l'URSS, aux yeux de ce même Occident. La position de l'ONU quant au conflit timorais a été pour le moins hésitante tout au long de ce conflit. Néanmoins, face à la montée des protestations populaires et face à une répression toujours plus sanglante, l'ONU fut amenée à exercer une pression croissante sur l'Indonésie afin d'amener son gouvernement à envisager une autodétermination timoraise. Le 27 février 1999 eurent lieu à Lisbonne des discussions entre le Portugal, l'Indonésie et des représentants de l'ONU, durant lesquelles une possible indépendance du Timor oriental fut évoquée. Le 11 mars suivant, ne voulant pas revivre les difficultés vécues en ex-Yougoslavie, l'ONU décida enfin d'agir rapidement avec des mesures fortes. Ce jour-là, le secrétaire général des Nations Unies annonça un plan d'autonomie pour le Timor oriental, devant être mis en place d'ici la fin du mois suivant, ainsi que l'organisation d'un scrutin d'autodétermination devant avoir lieu en juillet. Les Timorais auraient à choisir entre une autonomie au sein de l'Indonésie et une indépendance pure et simple. Durant les mois qui précédèrent ce scrutin, il y eut une recrudescence de violence au Timor oriental. Des milices pro-indonésiennes menèrent une campagne de terreur et commirent des actes de sabotage afin d'effrayer la population. On estime que 60 000 Timorais furent alors déplacés vers le Timor occidental durant ce printemps de 1999. Les indépendantistes demandèrent alors du renfort avec une opération de maintien de la paix onusienne. L'ONU parvint finalement à rétablir l'ordre et le scrutin put se dérouler comme prévu. Le jour du vote, le 30 août 1999, fut relativement calme et ordonné. Mais il semblerait que les actes de terreur commis par l'Indonésie aient joué contre l'occupation, puisque les résultats du vote furent sans appel. 98,4% des 430 000 inscrits ont participé à ce scrutin, et pour ce qui est des suffrages exprimés, 78,5% se sont prononcés pour l'indépendance, tandis que 21,5% seulement optaient pour l'autonomie au sein de l'Indonésie. Malheureusement, ce vote ne mit pas fin aux violences, bien au contraire. Il semble que le résultat ait eu pour effet d'exacerber la rage des milices pro-Indonésie. Alors que le personnel de l'ONU retournait à Dili après l'annonce des résultats,
des groupes paramilitaires pro-indonésiens commencèrent à saccager les villes et à s'attaquer à la population. Les journalistes et les observateurs internationaux prirent la fuite vers les montagnes avec des dizaines de milliers de civils timorais. Des groupes religieux musulmans attaquèrent les bâtiments de l'archidiocèse catholique de Dili, tuant une douzaine de personnes. Le jour suivant, ce sont les bureaux du Comité international de la Croix-Rouge qui furent réduits en cendres. Près de 1000 personnes furent massacrées à Souaï et des rapports sur des massacres similaires furent reçus de l'ensemble du territoire. La majorité des employés de l'ONU étaient enfermés dans leurs bureaux de Dili, déjà remplis de réfugiés timorais. Ils refusèrent d'être évacués si les réfugiés ne l'étaient pas également. Au même moment, des troupes indonésiennes et paramilitaires poussèrent environ 200 000 personnes vers des camps aux conditions déplorables. Après plusieurs semaines, le gouvernement australien autorisa les réfugiés se trouvant dans les camps de l'ONU ainsi que le personnel onusien à être évacués vers Darwin, la ville australienne la plus proche de l'île. Ces violences indonésiennes provoquèrent colère et indignation au sein de la communauté internationale. En but à des pressions croissantes, l'Indonésie, alors aux prises avec une très grave crise économique, annonça le 12 septembre le retrait de ses troupes et donna l'autorisation à des forces de maintien de la paix sous commandement australien à faire leur entrée au Timor oriental. Malgré cette annonce de retrait, une compagnie du bataillon 745 indonésien suivit la route longeant la côte nord de Dili jusqu'à la frontière indonésienne en semant la mort et la destruction. Cette compagnie est responsable de la mort de douzaines de villageois innocents ainsi que de celle d'un journaliste néerlandais. Le 15 septembre 1999, le Conseil de sécurité des Nations Unies exprima son inquiétude quant à la dégradation de la situation au Timor oriental et adopta la résolution 1264 appelant à l'établissement d'une force de maintien de la paix et de la sécurité, qui fut baptisée Interfet, sous le commandement du major général australien Peter Cosgrove, qui entra à Dili le 20 septembre. Enfin, le 31 octobre, l'ensemble des troupes indonésiennes avaient quitté le Timor oriental. L'arrivée de cette force onusienne d'un millier d'hommes provoqua la fuite des milices pro-indonésiennes vers la frontière avec l'Indonésie, d'où elles continuèrent à lancer des raids occasionnels contre les forces de l'Interfet. L'ONU mit en place une administration transitoire qui opéra jusqu'au 31 décembre 2001. Cette administration, ATNUTO en sigle, se mit en place en octobre 1999 avec pour mission d'administrer le territoire pendant 2 ans. À l'issue de cette période, le pouvoir fut remis au gouvernement du Timor oriental et l'indépendance put enfin être restaurée le 20 mai 2002. Le 27 septembre de la même année, le Timor oriental devenait le 191e État membre des Nations Unies. C'est donc un pays martyr que le pape François va visiter. Il sera accueilli par le président de la République, José Manuel Ramos Horta, lauréat du prix Nobel de la paix, avec Carlos Felipe Ximénez Bello pour leur travail en faveur d'une résolution pacifique et équitable du conflit au Timor oriental. Son co-lauréat, Carlos Felipe Ximénez Bello, est un religieux salésien, évêque catholique, administrateur apostolique de Dili de 1988 à 2002. Pour accueillir le pape, nul doute que le Premier ministre sera également présent. Il s'agit de Xanana Gusmão, qui, à la tête du Fretilin, fut pendant de nombreuses années le principal dirigeant de la lutte pour l'indépendance de son pays. Condamné par la justice indonésienne à la prison à vie en 1992, sa peine fut ensuite commuée en 20 ans de détention. Il fut libéré le 7 septembre 1999. Le 14 avril 2002, il fut élu premier président de la République démocratique du Timor oriental. Le Timor oriental est l'un des 2 seuls pays à dominante catholique en Asie, avec les Philippines. 97% des habitants sont de confession catholique. L'autre partie de l'île, qui fait partie de la province indonésienne des petites îles de la Sonde orientale, est également à majorité catholique.
Le Timor oriental est souvent qualifié de pays le plus pauvre d'Asie, tant en termes de produit national brut global que en termes de PNB par habitant. Le café a un poids économique considérable dans l'économie du Timor oriental depuis le dernier tiers du 19e siècle. Ce sont les Portugais qui, durant la colonisation, ont développé cette culture dans le pays. Néanmoins, la production a chuté durant l'occupation indonésienne et la quantité de café exporté reste assez faible, avec seulement 10 000 tonnes par an au début des années 2000. À titre de comparaison, l'Indonésie en exporte 515 000 tonnes, dont 45 000 produits au seul Timor occidental. Notons que le Timor oriental produit un café arabica de qualité. Dans les années 1960, sous l'impulsion du Portugal, des réserves de pétrole ont été découvertes au Timor oriental. Depuis l'indépendance en 2002, l'exploitation est assurée par l'Australie, qui en est propriétaire et qui reverse tout de même une part des revenus à l'État du Timor oriental. Cette exploitation pétrolière représente entre 80 et 90% des revenus étatiques annuels du Timor oriental. Depuis son indépendance, le Timor oriental a également cherché à développer le tourisme, de préférence un tourisme de qualité, respectueux de l'environnement. En conclusion, je dirais que je suis extrêmement heureux que le pape François ait inclus le Timor oriental dans son 45e voyage pontifical. J'ai longtemps soutenu la cause de l'indépendance de ce pays, alors qu'il était soumis à l'oppression et à la colonisation indonésienne. Je me souviens même avoir connu des réfugiés timorais militants du Fretilin, alors que je travaillais au Mozambique, dont le gouvernement soutenait la lutte du peuple timorais. Nul doute que cette visite du pape permettra à ce beau pays d'être davantage connu internationalement. Et pour terminer, je vous laisse avec l'hymne officiel de la visite du pape au Timor oriental. À la semaine prochaine.